Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous demandons de clore cette REF qui a été haute en couleurs et en débat, beaucoup de positions contradictoires. C'est ça aussi qui fait la richesse de l'Europe. Trop de normes, un cap pas assez marqué, une cohésion difficile à trouver. Pourtant, l'Europe avance. Elle est même compétitive dans de nombreux domaines grâce à tous ces entrepreneurs qui travaillent, qui sont fiers d'être européens, face aux impérialismes et aux nouvelles fractures dues à ces impérialismes. Est-ce que vous aussi, vous êtes fiers d'eux? D'abord, je voudrais remercier le président du MEDEF, Patrick Martin, ses vice-présidents, pour leur invitation et les féliciter pour l'organisation de cette très belle rencontre dont le programme était particulièrement impressionnant dans la qualité des intervenants et dans leur diversité. Bien sûr que nous sommes fiers des entrepreneurs européens puisque nous sommes un continent d'industriels et de négociants. C'est d'ailleurs l'un des legs de l'Europe à la civilisation et à la civilisation occidentale, et ça fait partie des éléments d'identité du continent européen. Les négociants. Et les industriels. Et donc, évidemment que nous sommes fiers d'eux, et notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils puissent continuer, après avoir bâti le premier marché économique du monde, après que l'organisation politique qui est venue se créer avec l'Union européenne ait institué des règles qui leur permettent, ou qui permettent la circulation des personnes et la circulation des biens, leur permettre d'aller plus loin dans un monde où, effectivement, ils sont confrontés à la concurrence extrêmement vigoureuse d'autres grands blocs régionaux. Et à mon sens, la responsabilité qui est la nôtre, et c'est important de pouvoir en débattre alors que s'achève une législature et que se profile le début d'une nouvelle, en nous saisissant pleinement des forces qui sont celles de l'Union européenne. Et je pense à deux d'entre elles en particulier, la première, et qui constituent aujourd'hui des réservoirs insuffisamment mis à profit de la croissance, de l'innovation et du développement de nos entreprises. La première, c'est l'épargne des Européens qui aujourd'hui est insuffisamment mise au profit du développement des entreprises. On le voit, et on le voit de manière flagrante aujourd'hui, alors que nous soutenons autant que nécessaire, et on le fera aussi longtemps que nécessaire, la résistance ukrainienne. On s'aperçoit et on s'interroge on s'aperçoit que nous sommes infiniment plus riches que la Russie de Vladimir Poutine, mais que nous avons encore quelques difficultés à mobiliser cette richesse et notamment cette épargne. C'est vrai pour l'effort de guerre, mais c'est vrai, et ça n'est pas nouveau, pour le soutien aux PME, aux ETI, aux start-up et aux scale-up. C'est pourquoi je me réjouis de constater que dans ces derniers mois de cette législature qui s'achève, les chefs d'État et de gouvernement, lorsqu'ils se sont retrouvés au Conseil européen jeudi et vendredi, après avoir écouté Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, ont été très nombreux à affirmer que l'union du financement, l'union de l'épargne, bref, l'union des marchés de capitaux devait être une priorité et qu'il fallait avancer rapidement sur la question de la titrisation, sur la question de la supervision, sur la question du droit des faillites, de manière à pouvoir déverrouiller cette épargne qui aujourd'hui est soit dormante, soit fuyante, puisqu'elle va s'investir pour une grande partie dans d'autres blocs régionaux, et en particulier aux États-Unis. Deuxième obstacle qui se dresse de manière illégitime sur le chemin de la croissance des entreprises européennes, c'est la complexité liée à la diversité du droit des affaires un peu partout dans l'Union européenne. Enrico Letta, qui a été chargé d'une mission sur le marché intérieur et son avenir, fera des propositions en ce sens, dont j'ai compris qu'elles iraient vers une plus grande simplification, voire même jusqu'à la création de quelque chose qui soit plus simple, en tout cas pour les petites
entreprises et les plus jeunes des entreprises. Et je crois que cela s'impose. Si nous voulons que, pour ces entreprises de forte croissance, dans le domaine du numérique ou ailleurs, si nous voulons qu'elles puissent se développer en Europe plutôt que de partir aux États-Unis pour chercher des terrains d'expansion suffisamment larges, il faut que nous puissions les aider à, je dirais, surmonter ces obstacles. Et on a 1000 exemples de start-up européennes, à commencer par l'une des toutes premières licornes, c'est-à-dire Blablacar, dont le métier est de faire traverser la frontière à ses clients, qui explique très bien que le principal obstacle à la croissance, c'était pas le financement, c'était même pas de trouver des collaborateurs, c'était de réussir à surmonter les différences de règles applicables aux entreprises en matière fiscale, notamment de TVA, quand on traverse le pont de Strasbourg et qu'on a un régime fiscal différent à l'arrivée qu'au début. Donc l'union des marchés de capitaux, pour que l'épargne puisse être mobilisée à leur profit, une harmonisation et une simplification du droit des affaires pour qu'elles voient l'Europe comme un terrain d'expansion. C'est ce que nous devons à nos entrepreneurs pour qu'ils puissent, si l'on peut dire, rester fidèles à l'héritage des grands industriels et négociants qu'ont fait l'Europe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous avez évoqué l'Ukraine, on a évoqué justement ce pays dans le cadre de l'élargissement. Est-ce que le politique aujourd'hui est capable de garantir aux entrepreneurs que cet élargissement à 28, à 29, à 30 maintiendra la compétitivité et la productivité de cette Europe? Bien sûr. Vous savez, l'élargissement, c'est un processus extrêmement long et extrêmement fastidieux pour les pays candidats. D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, parce que avant de devenir membre à part entière de l'Union européenne, certes, les pays candidats doivent rattraper ou se conformer à un certain nombre de standards socio-économiques, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile que cela d'accéder à l'Union européenne. Pour y accéder, vous devez toucher à ce que les peuples ont de plus intime. Vous touchez à la Constitution. Vous touchez à l'organisation institutionnelle. Et c'est tout cela qui est devant l'Ukraine, devant la Moldavie, devant d'autres pays qui sont sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne. Ce sont des bouleversements très profonds et très intimes. Mais je vais aller un peu plus loin que cela. Ils devront rattraper un certain nombre de standards. La responsabilité des Européens ou de l'Union européenne, c'est de réformer ses politiques internes de manière à ce que... de manière à se renforcer, mais de manière aussi à faire en sorte que lorsque ces pays seront prêts, leur entrée pleine et entière dans l'Union européenne ne vienne pas effectivement bousculer un certain nombre de mécanismes de cohésion, que l'on pense à la politique agricole commune ou à la politique de cohésion. Mais je voudrais aller aussi un cran plus loin, puisque l'Europe commence, notamment sous impulsion française, à sortir de la naïveté s'agissant de la question de la réciprocité. Dans son discours de la Sorbonne, le président de la République avait annoncé ou s'était engagé à ce qu'on intègre dans les futurs accords commerciaux le principe de la réciprocité des clauses miroirs. Il s'était engagé à ce qu'on crée un procureur commercial européen qui fasse respecter la réciprocité dans les accords. Et c'est ce que nous avons obtenu pendant cette législature qui s'achève. Et c'est une victoire assez importante, parce que jusqu'à présent, les Européens étaient complexés vis-à-vis de toute mesure visant à, si vous voulez, imposer à nos partenaires, en matière industrielle ou agricole, les règles que nous imposons à nos propres producteurs. Et je crois que c'est une étape importante qui a été franchie. Maintenant, il faut s'y tenir, voire même aller un peu plus loin. C'est tout l'enjeu qui entoure la discussion autour de l'accord du Mercosur. On a évoqué également l'excès de règles, de normes européennes, le maelstrom un peu administratif que constitue l'Europe de Bruxelles. Comment est-ce qu'on concilie l'ambition climatique, cette transition énergétique, climatique dont on parle, et l'allègement réglementaire? Je pense qu'il n'y a pas à les concilier. L'allègement réglementaire, il s'impose inconditionnellement. Il n'y a
aucune raison légitime pour un empilement de bureaucratie sur les forces vives européennes, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, que ce soit les collectivités. Il n'y a aucune explication ou justification légitime. La bonne nouvelle, c'est que nous avons vu qu'en quelques semaines, sous pression notamment de la France, mais pas seulement, d'autres pays également, la Commission européenne a réussi, peut-être pour la première fois dans l'histoire récente, à produire un effort considérable pour proposer un train de mesures de simplification dans le domaine agricole, dans le domaine de la politique agricole commune. Avec d'abord 20 mesures qui ont été proposées au départ, puis la réforme du règlement de la PAC lui-même. C'est évidemment salutaire pour nos agriculteurs, mais je prends ça, pour ma part, comme un encouragement qui nous est fait à inviter la Commission européenne à faire la même chose dans bien d'autres domaines. Puisque quand elle veut, elle peut. Donc désormais, appliquons la même méthode. Et ce qu'a fait la Commission européenne dans ce cadre-là, dans le cadre agricole, c'est qu'elle a consulté les États membres en leur demandant de faire remonter leurs propositions de simplification. Elle les a instruites, et puis elle est revenue vers le Conseil européen et le Conseil en proposant des mesures de simplification. Ce qu'il faut concilier avec les objectifs climatiques, c'est pas tant la bureaucratie, parce que la bureaucratie, elle n'a aucune justification légitime. Ce qu'il faut concilier, c'est la justice. Et il faut que le Green Deal soit aussi un fair deal. Il faut que le pacte vert soit aussi un pacte juste. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que nous dit cette colère agricole qui a traversé l'Europe, c'est quelque chose que nous savions déjà, nous avons payé pour le voir, c'est qu'on ne fait pas la transition climatique contre les peuples. Et que le succès de cette transition repose sur la perception par les citoyens, par les entreprises, par les agriculteurs, que l'effort est équitablement réparti et que lorsqu'il ne l'est pas, des mesures d'accompagnement viennent en soutien de ceux qui portent une part plus importante du fardeau. Et cette idée-là, elle distingue l'écologie populaire, comme le dit le Premier ministre, de deux autres formes d'écologie. La première qui consiste à dire nous verrons bien, à la fin, la technologie nous sauvera. C'est un peu l'aquabonisme écologique. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Et d'ailleurs, si nous en faisions, comme d'autres en font moins que nous serions un peu bêtes de le faire à leur place. Il y en a une autre forme d'écologie qui, elle, n'est pas aquaboniste, qui est jusqu'au boutiste et qui dit n'écoutez pas les peuples, n'écoutez pas les agriculteurs, n'écoutez pas les entrepreneurs, allez-y plein pot avec les règles et avec les impôts et vous verrez, ça va bien se passer. Dans les deux cas, c'est l'échec garanti. La seule manière de réussir la transition, c'est bien sûr de se fixer des objectifs ambitieux, c'est d'associer les citoyens à la conception des voies et moyens pour les atteindre, et c'est de garantir à chacun la justice dans l'effort. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé ces dernières années. Alors parfois, on me reproche un peu de prendre cet exemple-là. Quelle est la plus forte baisse de consommation énergétique enregistrée dans l'histoire récente? C'est celle qu'on a observée au deuxième semestre 2022, où vous vous souvenez, la consommation énergétique des ménages a baissé de 10% à prix constant et sans injonction bureaucratique ou législative. Les Français, d'eux-mêmes, ont réduit leur consommation énergétique de 10%. C'est un quasi-miracle. C'est-à-dire qu'on nous propose régulièrement au Parlement des idées d'interdiction ou de taxation nouvelles qui ne parviendraient même pas à obtenir une telle baisse. Et là, elle était volontaire. Elle a été volontaire parce que chacun avait bien conscience de l'enjeu. Et l'enjeu, il est vrai, à court terme. C'était le blackout si on ne parvenait pas à maîtriser notre consommation énergétique. Mais il y avait aussi ce sentiment que chacun faisait sa part. Notamment parce que, pour une fois, l'État a montré l'exemple en disant « je vais baisser la température dans mes bureaux, je vais faire les efforts », puis les entreprises et les particuliers.
l'objectif étant partagé, l'effort étant équitablement réparti, là, vous obtenez des avancées absolument majeures. C'est ça qu'on doit rechercher plutôt qu'une avalanche de normes sur le dos des forces vives. Donc, dans la législature qui vient, puisque nous avons, avec ce pacte vert, fixé les objectifs pour une baisse considérable des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Ce qui est désormais impératif, c'est de passer dans le mode investissement. Investissement pour l'accompagnement de celles et ceux, et notamment les entreprises, pour certaines d'entre elles, qui vont porter une part plus importante du fardeau. C'est ce que nous avons fait en France avec la décarbonation des sites les plus émetteurs. Et puis pour l'adaptation. Je le dis parce qu'on n'y réfléchit pas encore, on était tous pris par le Green Deal, mais l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. C'est un sujet européen parce que les régions européennes vont être touchées et les entreprises seront en première ligne de manière différente selon leur positionnement géographique, par les conséquences du dérèglement climatique, par les canicules, par les inondations. Et donc là, il y aura une solidarité européenne à trouver, à la fois pour, dans l'urgence, venir en aide aux régions sinistrées, et puis plus largement pour s'assurer mutuellement contre les conséquences de ce dérèglement. Donc nous avons une législature de l'investissement qui commence sur l'accompagnement et sur l'adaptation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot, qu'on applaudit. Merci d'avoir clos cette REF Europe et merci à tous de nous avoir suivis.